L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des experts, des scientifiques et des industriels qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture dans leur transition agroécologique. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de l'écho des campagnes, je me trouve à l'Institut Agro de Montpellier en compagnie de deux enseignants-chercheurs, monsieur Alain Deloire et madame Anne Pellegrino. Nous allons échanger sur le changement climatique et son impact en viticulture. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, je vais vous demander de vous présenter rapidement donc votre parcours professionnel, vos sujets de recherche et vos expériences dans le domaine viticole. On commence par vous, Anne. Oui, alors je suis professeure associée à l'Institut Agro de Montpellier depuis 2007. Après avoir réalisé un doctorat également à l'Institut Agro à Montpellier en 2003. Donc depuis 2003, je me suis spécialisée sur l'écophysiologie de la vigne. L'écophysiologie, c'est la compréhension de la physiologie de la vigne à différentes échelles, de l'échelle de l'organe jusqu'à l'échelle de la plante entière, en réponse aux contraintes du milieu, qui peuvent être les contraintes du sol et les contraintes du climat, qui sont très importantes actuellement. Et donc, dans le cadre de mes activités de recherche actuelles, je m'intéresse notamment à l'effet des variables climatiques telles que la température, le rayonnement et la disponibilité en eau, mais également la disponibilité en azote au niveau du sol, sur le fonctionnement de la vigne aux échelles de la feuille, des grappes et à l'échelle de la plante entière. Très bien. Et vous, Alain ? Bonjour, Alain Deloire. Donc, moi, je suis à la retraite depuis l'année dernière. Donc, j'ai été professeur de viticulture à l'Institut Agro de Montpellier, donc le même institut que Anne Pellegrino. Et j'ai commencé ma carrière dans le privé, chez Moët & Chandon en Champagne. Donc j'ai fait toute ma carrière dans la vigne et le vin. Et ensuite, donc, j'ai, comme on dit, intégré l'Institut Agro de Montpellier. Et puis, entre-temps, j'ai passé 4 ans en Australie, 4 ans en Afrique du Sud. Donc ces années m'ont beaucoup appris justement sur le comportement de la vigne dans des climats difficiles qu'on commence à rencontrer maintenant en France. Et donc, je travaille aussi sur les réponses de la vigne au changement climatique de la vigne et du raisin. Très bien. À travers vos différents travaux de recherche en France, mais aussi dans d'autres pays du monde, vous devez avoir un certain recul sur l'évolution du climat et son impact sur la vigne. Est-ce que vous pouvez nous donner votre impression, votre ressenti sur l'évolution du climat ces dernières années et comment ces changements ont impacté la physiologie de la vigne, Anne, vous commencez ? Oui, alors l'évolution du climat, ce qu'on peut dire, ce que tout le monde sait, c'est que c'est une augmentation globale de la température partout dans le monde, avec une réduction de la disponibilité en eau, puisque comme la température augmente, les plantes transpirent plus, ont besoin de plus d'eau. Et en parallèle, dans certaines régions, on a aussi une pluviométrie qui diminue. Et vous parlez de différentes régions dans le monde. Alain a passé du temps en Australie, moi aussi dans le cadre de mon postdoctorat. Et on voit dans certaines régions en France, comme dans les Pyrénées-Orientales par exemple, que la pluviométrie a atteint celle de régions désertiques que l'on trouve en Australie pour la culture de la vigne. Donc c'est une évolution globale de la température et une réduction de la disponibilité en eau, cette évolution du changement climatique, mais c'est aussi des contraintes extrêmes qui s'accentuent avec des stress hydriques qui s'accentuent, du gel et également des vagues de chaleur, avec au final la difficulté, je pense, pour les viticulteurs, c'est cette imprévisibilité de l'évolution du climat. Au cours d'une année culturelle, mais aussi entre les années. Donc ça pose énormément de difficultés par rapport à ce que l'on connaît de l'acclimatation des variétés, ce que l'on avait l'habitude de faire en termes de pratiques culturelles. Ça pose des questions de renouveler ces variétés, renouveler ces pratiques.
avec certaines régions qui deviennent extrêmement compliquées pour l'agriculture et l'implantation ou la continuation de la culture de la vigne, comme les Pyrénées-Orientales que j'ai déjà citées, et à contrario, des nouvelles régions, notamment dans le nord de l'Europe, qui deviennent, avec ce changement climatique, peut-être plus propices à la culture de la vigne. Et on voit notamment de nouveaux vignobles apparaître, par exemple, en Suède ou en Finlande. Et donc, ce sont des pays qui nous intéressent, notamment pour former les futurs viticulteurs à ces nouvelles conditions. Et j'y reviendrai ultérieurement. Très bien. Et vous, Alain, quel est votre ressenti sur ce changement climatique ? Eh bien, je précise, j'ai oublié de le dire en me présentant que je suis pas mal sur le terrain, soit en France, soit en Europe, soit un petit peu dans le monde, puisque je suis auto-entrepreneur et je fais ce qu'on appelle savamment du consulting en viticulture. Et effectivement, Anne a à peu près tout dit, a bien résumé la situation. Aujourd'hui, le viticulteur est à la recherche de solutions. Il est à la recherche de solutions court et moyen terme parce qu'il y a des situations qui sont incontrôlables et dramatiques. Et comme le disait Anne, malheureusement, dans le cadre du changement climatique ou de l'évolution du climat, ce qui est aujourd'hui très embêtant, c'est les irrégularités entre millésimes. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il peut y avoir soit de la grêle, soit du mildiou, soit de la sécheresse, soit des vagues de chaleur. Et ça, c'est imprévisible et incontrôlable. Et donc, le viticulteur fait face à ces événements climatiques qu'il faut qu'il gère en temps réel. Et c'est extrêmement compliqué. Et donc, il est bien sûr à la recherche de solutions que à la fois les instituts techniques, les chambres d'agriculture, l'IFV ou les écoles d'ingénieurs comme la nôtre ou les universités essayent de leur apporter. Et donc là, je pense que l'idée, c'est de raisonner au cas par cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas appliquer des recettes qui seront les mêmes partout. Donc c'est très important par région, par vignoble, par groupe de vignobles, de faire ce qu'on appelle du diagnostic, c'est-à-dire d'aller sur le terrain et de faire du diagnostic avec les viticulteurs, de discuter de leurs problèmes, puisque, comme le disait Anne, chaque région a des problèmes différents. Alors, il peut y avoir des problèmes un peu généraux comme le mildiou en 2024 sur la France, mais il y a aussi donc il y a des régions qui vont souffrir de sécheresse et d'autres qui auront au contraire trop d'eau, puisqu'il est tombé dans certaines régions plus de 1500 mm d'eau cette année, et dans d'autres comme les PO dont parlait Anne, ça fait 2 ans qu'il tombe moins de 200 mm, ce qui correspond à ce qui tombe dans le désert du Gobi, dans la région du Ningxia en Chine. Donc c'est les PO. Enfin, une partie des PO est devenue une région semi-désertique. Donc je disais que ce qu'il faut, c'est travailler avec les vignerons sur le terrain, faire du diagnostic, comprendre leurs problèmes, analyser, mesurer, analyser, etc. Et à partir de là, essayer de trouver des solutions ensemble. Et non pas partir vers des recettes toutes faites ou vers des produits magiques ou ce que j'appelle des poudres de perlimpinpin. Donc c'est un travail collectif. Et un travail collectif est, si possible, partagé. Et donc en France en ce moment se mettent en place des plateformes, des plateformes de démonstration. Et ça, je trouve que c'est très bien, autour desquelles les viticulteurs se regroupent et vont travailler ensemble à préparer l'avenir. Alors ces plateformes ne sont pas forcément pour faire de l'expérimentation, de la recherche, mais elles sont là pour montrer qu'il y a des techniques qui ont déjà été développées, qui sont sorties des laboratoires ou des instituts techniques et qu'on peut appliquer. Et le vigneron, avant de l'appliquer, peut-être qu'il veut voir si ça peut marcher chez lui, dans sa région, dans son vignoble ou pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. C'est de travailler
avec le vigneron donc, dans son vignoble et comprendre ses problèmes et avancer ensemble à la recherche de solutions. D'accord, très bien. Et quand vous parlez de toutes ces solutions, etc., vous, quand vous intervenez auprès d'un vigneron, actuellement, quels sont les gros questionnements actuels sur les vignobles le français qui est en lien avec ce climat? Pourquoi on vous consulte aujourd'hui? Alors, on me consulte beaucoup sur les aspects physiologie vigne-raisin. Et derrière ça, bien sûr, il faut parler non pas de typicité des vins, parce que c'est un mot un peu compliqué, mais de profil aromatique des vins. Et on voit bien que, si je reste sur le profil aromatique des vins, qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de régions, le changement climatique a déjà impacté l'évolution du profil aromatique des vins. Bon, de façon positive ou négative, hein. Il y a des régions pour lesquelles c'est plutôt positif, c'est-à-dire que voilà, on a des vins qui sont plus agréables à boire immédiatement. Ça pose donc la question, je reste sur les vins, c'est quand même l'objectif final de la viticulture, ça pose la question donc de la date de vendange. Moi je travaille beaucoup sur la date de vendange. La date de vendange c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'il y a derrière ça un marché aujourd'hui qui recherche des vins sur la fraîcheur. Alors la fraîcheur c'est pas que l'acidité, c'est la fraîcheur aromatique, hein, voilà. Et donc, travailler sur la date de vendange fait partie des demandes des viticulteurs. Ensuite, bien sûr, dans les régions sèches, travailler sur l'irrigation, parce que lorsqu'on a atteint les limites physiologiques de fonctionnement de la vigne et du raisin, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il fait sec, il faut apporter de l'eau. Malheureusement, toutes les autres solutions ne marchent pas s'il n'y a pas quand même il faut un minimum d'eau. Il faut un minimum d'eau pour la vie des sols. Il faut un minimum d'eau si on veut avoir, par exemple, des rhizobiums au niveau des racines qui fonctionnent. Il faut un minimum d'eau en général pour que la vigne et le sol fonctionnent et soient en bonne santé. Donc, oui... Il y a donc un travail à faire sur la gestion de l'irrigation de la vigne. Et en termes d'irrigation de la vigne, eh bien, avec Anne, par exemple, on suit un projet dans les PO où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, voilà, on a un cahier des charges qui est, on dispose de 300 à 500 mètres cubes par hectare d'eau. Comment on fait? Comment on la distribue pour arriver à faire un vin de qualité avec des rendements, bien sûr, minimum. On parle ici de 30 hecto-hectares ou moins, bien sûr. Donc, et pour ça, pour distribuer intelligemment ce peu d'eau, il faut bien sûr connaître le fonctionnement de la vigne, sa physiologie, et donc le raisonnement est un raisonnement qui se fait par stade phénologique. De même que si il y a aujourd'hui des produits sur le marché qui existent, des biostimulants, etc., bon, je ne vais pas développer, c'est quand les appliquer, pourquoi, etc. Alors après, un autre cas de figure, donc j'ai parlé de l'eau, un autre cas de figure c'est les vagues de chaleur. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les effets négatifs des vagues de chaleur? Alors il y a des solutions. Si vous voulez, on a des outils dans la boîte à outils qu'on peut mettre en application tout de suite, et des outils qui seront développés sur le moyen terme, et des outils qui sont en cours de développement et qui font partie donc de programmes de recherche dont Anne parlera après, qui sont là sur le très long terme. Alors si il y a des vagues de chaleur, on peut parler des panneaux solaires, de l'agrivoltaïsme. On peut parler de l'ombrage de la vigne. L'ombrage de la vigne permet de diminuer le rayonnement, donc sa transpiration. On peut parler de, éventuellement, réduire la densité de plantation, réduire la surface foliaire, mais attention, en rééquilibrant la charge. Vous voyez, donc il faut bien, connaître le fonctionnement de la vigne pour mettre en place de façon appropriée toutes ces solutions qui existent. Il y a des solutions. Mais ces solutions nécessitent quand même un minimum d'eau, d'où l'intérêt de l'irrigation dans de nombreuses régions viticoles françaises. Irrigation qui, je pense, s'il y a de l'eau, va se développer. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut essayer de voir la vigne vraiment dans son ensemble, son fonctionnement, des racines jusqu'aux feuilles, vraiment une continuité de la plante, et essayer de régler en fait
tous les problèmes pour avoir une plante en bonne santé et qui résistera peut-être davantage aux aléas climatiques. Alors, résistera non, mais qui tolérera mieux, parce qu'il n'y a pas de cépages résistants à la sécheresse ou aux chaleurs, comme on peut l'entendre, aux vagues de chaleur, comme aux températures élevées. Une vague de chaleur, c'est des journées où les températures sont supérieures ou égales à 35 degrés, enfin c'est la définition officielle. Mais ce que vous venez de dire est très très important, c'est crucial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça complète, cette question complète bien ce que j'ai commencé à essayer de présenter, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les vignerons, je l'ai dit, rechercher des solutions ensemble, je l'ai dit, mais il faut travailler de façon intégrée. C'est exactement ce que vous avez dit. Et travailler de façon intégrée, c'est-à-dire, je dirais, on va du sol au plafond, c'est-à-dire qu'on s'intéresse non pas simplement à des recettes comme j'apporte de l'eau, ou je mets un biostimulant, mais on s'intéresse au sol, on s'intéresse aux racines, leur implantation, leur fonctionnement, on s'intéresse au greffage de la vigne, il faut planter des vignes saines, on s'intéresse aussi à la taille de la vigne, c'est très important, une vigne qui est mal taillée et dont les flux de sève sont perturbés, ça ne sert à rien d'apporter de l'eau, puisque de toute façon elle ne peut pas l'amener au rameau ou au raisin. Et donc on s'intéresse aussi à la surface foliaire, au fonctionnement des feuilles, on s'intéresse au raisin, à sa composition, la qualité du raisin, c'est la composition du raisin hors qualité sanitaire, et on s'intéresse, ce que disait Anne en introduction, et elle va peut-être préciser, on s'intéresse aussi à la demande climatique, c'est-à-dire l'évapotranspiration, et ça c'est lié au rayonnement, à la température. L'évapotranspiration, c'est ce que la vigne transpire et ce que le sol évapore, si vous voulez, ça c'est important. Donc effectivement, en travaillant avec les vignerons, et en faisant du diagnostic, on va vraiment, je répète l'expression du sol au plafond, c'est-à-dire on regarde à la fois le sol, la plante et le climat. On a ce qu'on appelle des approches intégrées. On fait un diagnostic intégré du fonctionnement de la vigne dans son environnement par rapport à des objectifs de rendement et par rapport à des objectifs de profil aromatique de vin. D'accord ? Et à ce niveau-là, je souhaiterais dire que dans un certain nombre d'appellations d'origine, alors contrôlées ou protégées, les cahiers des charges, malheureusement, sont un frein à l'évolution ou à l'implémentation en anglais, à la mise en place de nouvelles pratiques culturales. Et donc, je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir sur la pertinence de certains cahiers des charges, par exemple la densité de plantation. Bien entendu, si on veut faire économiser de l'eau à la plante par hectare, si on veut faire des économies d'eau par hectare, il faut réduire la densité de plantation. Et en réduisant la densité de plantation, on va aussi, s'il faut faire des économies d'eau, vous voyez, c'est un exemple de raisonnement, réduire la surface foliaire transpirante. Et donc, à partir de là, forcément, on va réduire les rendements. Donc, vous voyez, le raisonnement, alors derrière ça, la question, c'est, évidemment, on réduit tout, mais jusqu'où on peut aller dans cette réduction en termes de rentabilité de l'exploitation. À un moment donné, on arrive au taquet. C'est-à-dire, par exemple, dans les PO, d'après ce que les gens avec qui on travaille nous ont dit, en dessous de 30 hecto-hectares, ça devient plus tellement rentable, ou plus rentable. Vous voyez, donc il faut raisonner aussi rentabilité de l'exploitation. Il faut raisonner pérennité de l'exploitation. Mais je reviens aux besoins en eau de la vigne, parce que sur l'irrigation, on raconte beaucoup de bêtises. En moyenne, pour des rendements raisonnables d'appellation qui sont respectés et respectables, mettons entre 30 et 50 hecto-hectares, de préférence pour les vignerons 50 hecto-hectares, et enfin ça dépend aussi après du style de vin qu'ils veulent faire, on peut arriver à s'en sortir entre, je donne une fourchette, entre 500 mètres cubes par hectare à 1200 mètres cubes par hectare, pas plus. Vous voyez, alors que en arboriculture, il faut beaucoup plus d'eau, peut-être 2-3 fois plus d'eau. Donc avec
une moyenne de 800 mètres cubes par hectare, on arrive à avoir des vignes qui sont pérennes, qui sont en bonne santé, et à avoir des rendements moyens d'à peu près 40 à 50 hecto-hectares. Et je suis donc avec UNASA, l'irrigation de la vigne dans les Côtes-du-Rhône sur 400 hectares. Seuls 100 aujourd'hui sont installés en irrigation. Eh bien, on s'en sort avec 800 mètres cubes par hectare. Et on est obligé de s'en sortir avec 800 mètres cubes par hectare parce que c'est imposé dans le cahier des charges. Vous voyez ? Et donc, c'est là où on a besoin un petit peu de connaître le fonctionnement de la vigne. Parce que, eh bien, ces 800 mètres cubes par hectare, il faut savoir, d'abord, faut-il les apporter ou pas? Parce que s'il pleut, il ne faut pas les apporter. Donc, il faut faire des mesures, etc. Il faut avoir des parcelles de référence. Et puis ensuite, il faut savoir les distribuer en fonction d'objectifs de rendement, de profil aromatique de vin et aussi d'objectifs de pérennité de la vigne. Donc, ce que vous nous dites aussi, c'est que, bon, effectivement, les agriculteurs, les viticulteurs vont devoir un peu modifier leurs pratiques et faire attention à des choses un peu nouvelles du fait du changement climatique. Mais il y a aussi une filière dans son ensemble qui va devoir évoluer, notamment sur les cahiers des charges, sur toutes ces choses-là, pour prendre en compte ce changement climatique. Oui, oui, vous avez bien résumé. C'est-à-dire que comme je le disais, bon, d'une part, il faut vraiment raisonner, on va dire par région ou par grand groupe de vignobles, hein, un peu au cas par cas. Je répète, c'est important, il faut travailler avec les vignerons et avancer ensemble. Hein. Et ensuite, il faut vraiment, et vous l'avez ressouligné, je le souligne aussi, être très courageux sur la modification de certains cahiers des charges qui sont aujourd'hui totalement obsolètes et qui conduisent les vignobles dans le mur. Je le dis franchement parce que c'est ce qui arrive, on le voit. Voilà. Et à ce niveau-là, bon, un grand respect pour l'INAO, les ODG, etc. Mais je pense que, vous voyez, aujourd'hui, on ne peut, quand certaines régions demandent l'autorisation d'irriguer, on ne peut pas répondre aux vignerons, ou quand certaines régions demandent de réduire la densité de plantation, de changer le système de conduite, vous savez, l'architecture de la végétation de la vigne et la taille, on ne peut pas répondre, il faut 10 ans de recherche, on n'a plus le temps. Et on sait aujourd'hui que on a dans la boîte à outils des outils qui permettent de changer, et on sait ce que ça va donner. Vous voyez, donc on n'a pas besoin d'expérimentation ou de recherche, ou vraiment à la marge. Il faut appliquer ce qu'on sait déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, il y a beaucoup d'outils dans la boîte à outils qui peuvent être mis en place très rapidement, sans avoir à répondre aux vignerons, bah écoutez, faites 10 ans d'expérimentation, et puis on verra après si ça correspond à la typicité des vins de votre région, ce qui ne veut strictement plus rien dire, puisque dans le cadre du changement climatique, de toute façon, la typicité des vins est déjà en train d'évoluer, et qu'on change ou qu'on ne change pas, elle va continuer à évoluer. Donc autant l'accompagner, si vous voulez, et la raisonner. D'accord. De la viticulture à travers vos travaux de recherche. Alors avant de parler de mes travaux de recherche, j'aimerais bien dire un mot quand même sur les travaux de recherche qui sont conduits dans mon laboratoire, qui conditionnent très fortement ce que je réalise, qui influencent mes travaux actuels. Donc le LEPS, c'est un laboratoire d'écophysiologie qui est spécialisé justement dans la compréhension de l'acclimatation et de l'adaptation des plantes au changement climatique. Alors quand on parle d'adaptation, en fait on parle du comportement par rapport à des variations de comportement entre les génotypes pour une espèce donnée. Et quand on parle d'acclimatation, peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde, l'acclimatation, on parle de plasticité d'un génotype donné aux variations de l'environnement. Donc on s'intéresse à la fois donc à l'adaptation, les variations entre les génotypes, et l'acclimatation, les variations au sein d'un génotype, la plasticité de ce génotype aux variations de l'environnement. Un génotype, c'est un cépage. Un génotype, c'est un cépage, oui.
Donc justement, par rapport aux génotypes et aux espèces, dans le cadre de ce laboratoire, de l'EPS, on s'intéresse donc à la vigne, donc aux cépages de vigne, aux variétés de vigne, puisqu'on ne s'intéresse pas que à Vitis vinifera. Quand on parle de Vitis vinifera, on parle de cépages, mais on va parler aussi de variétés au sein d'autres espèces et au sein d'hybrides qui peuvent être des croisements entre différentes espèces de vignes. On s'intéresse également sur la vigne, je vais en parler aussi un petit peu après, à des modèles de vigne qui sont des modèles comme Arabidopsis, c'est un modèle pour les plantes annuelles qui nous facilite la tâche quand on veut étudier l'impact du changement climatique sur la vigne. Et le modèle auquel on s'intéresse, c'est la microvigne. C'est une vigne qui est naine et qui fructifie. À la place de faire des vrilles, elle fait des inflorescences à tous les rangs où on devrait avoir des vrilles. Et la raison pour laquelle cette vigne est naine et qu'elle produit des vignes à la place de produire des inflorescences, c'est parce qu'elle a une mutation naturelle pour la sensibilité aux gibérellines. Donc cette vigne qui est naine, elle nous permet d'accéder à des nouvelles conditions de culture, en conditions complètement contrôlées, dans des petits environnements, ce qu'on ne peut pas faire avec de la vigne normale qui fructifie qu'une fois par an. Ce que tu veux dire, c'est que cette vigne, elle fait des grappes à chaque nœud, d'accord ? Oui. Et donc, comme c'est spatio-temporel, et bien sur un même rameau primaire, on va avoir des grappes à différents niveaux de développement, des inflorescences et des grappes à différents niveaux de développement et de maturité, ce qui permet donc de faciliter les études voilà, à partir d'une même plante. C'est-à-dire qu'on peut appliquer une contrainte environnementale et voir l'effet de cette contrainte environnementale sur tous les stades de développement du fruit. D'accord. À partir d'une même plante. À partir d'une même plante. Donc, pour revenir au LEPS, donc on s'intéresse principalement aux contraintes du climat qui sont la température, les fortes températures en particulier, et les contraintes hydriques, en particulier le déficit en eau. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, même si on ne s'interdit pas de regarder aussi l'effet du rayonnement. Je regarde ça dans mes activités de recherche, l'effet de l'azote aussi, de la fertilisation, sur le fonctionnement des cultures. Ensuite, la spécificité de ce laboratoire, c'est que ce laboratoire a développé au cours des dernières années énormément d'outils et de plateformes de phénotypage. Alors le phénotypage, c'est quoi ? On va regarder à travers d'outils de mesure ou de plateformes de mesure comment se comportent les cultures. On va mesurer différents traits d'acclimatation de ces cultures en lien avec la transpiration, en lien avec la croissance, en lien avec le développement, en lien avec le métabolisme carboné des plantes. Donc ce sont des grandes serres bourrées d'électronique ou d'outils de mesure. Voilà, donc on a des grandes serres, mais on a aussi en extérieur, actuellement, on développe un plateau de phénotypage. Pourquoi en extérieur ? Parce que quand on est dans des conditions en serre, on est dans des conditions certes qui sont mieux contrôlées qu'en extérieur, mais dans lesquelles le rayonnement est fortement réduit par rapport à l'extérieur, et donc on n'est pas exactement dans les mêmes conditions climatiques qu'en extérieur. Et par rapport à la culture de la vigne, ça peut poser un certain nombre de contraintes. Donc on développe aussi des plateformes de phénotypage en extérieur pour pouvoir bénéficier d'un rayonnement maximum, en serre pour pouvoir mieux contrôler les conditions hydriques qu'en extérieur. Voilà, on n'a pas de pluie par exemple, mais on peut aussi travailler dans des conditions complètement contrôlées en chambre de culture, par exemple si on a envie de travailler sur le spectre du rayonnement, sur la photopériode, sur le rythme circadien. C'est des choses qu'on ne peut pas faire ni en serre ni en extérieur. Donc le phénotypage, c'est très important pour notre laboratoire. On travaille aussi sur le test et la validation d'outils de phénotypage haut débit. Quand je parle de haut débit, c'est-à-dire que l'on veut mesurer en quelques secondes, quelques minutes, le comportement de très nombreuses plantes. Et ça, c'est important quand on étudie un large panel de génotypes avec des répétitions, des contraintes potentiellement multiples. On a besoin de pouvoir phénotyper, comprendre comment se comportent ces milliers de plantes en réponse aux contraintes du milieu. C'est une forme de tri sur les réponses de la vigne aux contraintes
climatiques. Donc on a besoin d'avoir des variables faciles d'accès qui permettent de mesurer en temps relativement réduit des traits qui nous intéressent pour comprendre comment se comportent ces variétés. Ce que tu appelles des traits ? Par exemple, la conductance somatique, la transpiration, des variables de fonctionnement en lien avec la réponse de la plante aux contraintes du milieu. D'accord. Et comment vous déterminez les stress que vous appliquez à la plante ? Est-ce que c'est quelque chose... Par exemple, la contrainte hydrique, est-ce que vous allez vraiment à l'extrême ou est-ce que vous vous contentez d'appliquer des contraintes hydriques qu'on voit actuellement dans les vignobles, pareil pour l'ensoleillement, les températures? Est-ce qu'on va plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui dans nos vignobles ou est-ce qu'on se contente de ce qu'on voit? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. En termes de... En fait, on fait les deux. On peut à la fois étudier ce qu'on observe actuellement, c'est-à-dire on va se mettre plutôt dans des scénarios qui sont réalistes. Par exemple, si on s'intéresse à l'acclimatation de nouvelles variétés de vignes aux conditions méditerranéennes, on va se mettre dans des scénarios climatiques et hydriques qui sont réalistes par rapport à ce qui se passe actuellement. En parallèle, si l'on a envie d'étudier quel pourrait être le comportement de ces nouvelles variétés au scénario à venir, on va aussi tester des nouveaux scénarios, par exemple en lien avec les vagues de chaleur, par exemple en lien avec les stress extrêmes, répétés, prolongés, etc. Donc on peut étudier les deux possibilités. Oui, c'est important parce que c'est un raisonnement en seuil. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de stress hydrique, la question c'est, sur le cycle de développement de la vigne, un stress hydrique à floraison n'aura pas le même effet qu'un stress hydrique à véraison, ça paraît évident. Et puis, donc de durée. Un stress hydrique d'une journée n'aura pas le même effet qu'un stress hydrique d'une semaine ou d'un mois. Et d'intensité du stress. On parle de stress, on parle de contraintes. Pareil pour la température. Une vague de chaleur d'une journée n'aura pas le même effet qu'une vague de chaleur d'une semaine, comme on l'a vu par exemple l'année dernière dans les Côtes-du-Rhône, où sur des vignes irriguées, on a perdu 20 ou 30% de rendement parce qu'il y a eu une vague de chaleur d'une semaine. Donc au-delà du phénotypage des plantes, il faut aussi être capable de phénotyper l'environnement. Puisque si on veut caractériser le fonctionnement d'une culture dans un environnement donné, il faut en parallèle quantifier les contraintes auxquelles la plante a été soumise. Et donc le LEPS développe aussi des capteurs et s'attache à vraiment caractériser ces environnements, qu'ils soient actuels ou à proposer des nouveaux environnements. Donc en parallèle du phénotypage des plantes, il est ultra important également de caractériser l'environnement et le LEPS mesure également les variables climatiques et les variables en lien avec l'état hydrique et l'état azoté du sol quand on réalise des essais pour bien caractériser cet environnement en lien avec le fonctionnement culturel. Et au final, le LEPS développe aussi des outils basés sur la modélisation qui vont permettre d'intégrer toute cette information qui est complexe puisque on a un environnement avec de multiples variables qui évoluent dans différentes directions et en parallèle des variables au niveau de la plante qui évoluent également de différentes façons, à différents pas de temps et à différentes échelles. Donc, autrement dit, il faut mesurer. Donc il faut utiliser les outils de mesure existants ou en inventer. Il faut mesurer donc le sol, la plante, le climat. Et ensuite après, une fois qu'on a toutes ces données, tu parles là de milliers de données, il faut savoir quoi en faire. Et c'est là qu'interviennent vos outils de modélisation. Voilà, donc ces outils de modélisation, ils ont pour vocation de simplifier cette réalité qui est très complexe. Donc on peut toutefois avoir des modèles qui sont plus ou moins complexes pour représenter cette réalité environnementale et biologique. Mais l'objectif au final, c'est de mettre en équation mathématique ce qu'il se passe pour d'une part comprendre
ces systèmes. D'autre part, pour accéder à des variables qui parfois sont très difficiles à mesurer, je prends un exemple sur la vigne qui est une espèce pérenne, il y a des variables telles que l'état des réserves au cours du temps qui sont très difficiles à mesurer. Voilà, on ne peut pas s'amuser à détruire des plants de vigne pour aller voir quelles sont les quantités de réserves stockées dans le système racinaire au cours du temps. Donc ça, c'est très compliqué. Donc ces modèles nous permettent d'accéder à ce type de variables qui sont cachées. Et par ailleurs, également, ces modèles vont nous permettre, dans le futur, en lien avec les changements climatiques, d'anticiper quelles seraient les meilleures combinaisons en termes de choix des génotypes, mais aussi de choix des pratiques culturelles, tout ça en lien avec un environnement qui aura été prédéfini. D'accord, très bien, c'est très intéressant. Et donc, qu'est-ce que vous faites exactement dans vos recherches? Quels sont les sujets traités et abordés? Alors, donc mes recherches, évidemment, je ne les réalise pas toute seule. C'est toujours en lien avec des collègues comme Alain Deloire qui est ici présent. Je travaille aussi beaucoup avec le professeur Laurent Torregrossa et également avec mes collègues agronomes, mes collègues spécialistes des sciences du sol, mes collègues généticiens et mes collègues statisticiens également. Donc c'est toujours un travail de groupe et en lien aussi avec des étudiants, beaucoup d'étudiants de niveau master et beaucoup de doctorants. Donc ça, c'est très important à souligner. Ce qui veut dire que pour gérer cette complexité, il faut aujourd'hui des approches pluridisciplinaires. Tout à l'heure, on a parlé d'approches intégrées. En parallèle, la science a des approches pluridisciplinaires qui regroupent plusieurs disciplines différentes. Voilà, donc je vais vous donner quelques exemples de mes activités importantes que je conduis actuellement, avec un volet de recherche qui est principalement focalisé sur justement l'acclimatation de la viticulture dans les conditions climatiques méditerranéennes. Sur cette thématique-là, notamment, j'ai un premier sous-volet qui a vocation à étudier les nouvelles variétés, le comportement de nouvelles variétés de vignes, qui sont des variétés hybrides, qui présentent la propriété d'être tolérantes aux maladies fongiques. Donc ça, c'est très important, parce que j'ai oublié de mentionner que le LEP s'intéresse aussi, dans cette acclimatation au changement climatique, à trouver des variétés permettant de réduire l'utilisation des intrants. Donc ces intrants, ça peut être l'eau, ça peut être l'azote, mais ça peut être aussi les produits phytosanitaires. Donc ces nouvelles variétés qui sont tolérantes aux maladies fongiques, elles ont été créées pour certaines via les programmes Bouquet et les programmes INRA il y a plus de 50 ans. Et on s'intéresse à essayer de comprendre comment ces variétés peuvent s'acclimater aux conditions méditerranéennes. Sachant que parmi ces variétés, il y a par ailleurs des variétés qui accumulent moins de sucre dans les baies. Et là, dans nos conditions méditerranéennes, c'est un avantage certain, puisqu'on produit des vins avec des taux d'alcool de plus en plus importants à cause des changements climatiques, du déficit hydrique et de l'augmentation de la température. Donc ça, c'est un premier point, mais par ailleurs, ces variétés qui accumulent moins de sucre dans les baies, on fait l'hypothèse que peut-être qu'elles pourraient être mieux acclimatées aux contraintes méditerranéennes, puisque peut-être elles pourraient fermer plus leurs stomates en réponse à la contrainte hydrique sans être impactées en termes de bilan carboné, ou en étant moins impactées. Donc sur cette thématique-là, on a eu un doctorat qui s'est terminé l'an passé, qui visait vraiment à comprendre le fonctionnement de ces variétés à l'échelle de la plante entière et à l'échelle du fruit, en réponse à la contrainte hydrique. Donc l'objectif était, dans le cadre de ce doctorat, d'évaluer comment le carbone se distribue sur un pas de temps intra-annuel et pluriannuel entre les différents compartiments de la plante et au sein de la baie, entre les différents composants de la baie, parce que ce qui va intéresser le viticulteur au final, c'est quelle est la qualité du fruit obtenu, quels sont les arômes de ces variétés, quels sont les taux d'anthocyane de ces variétés, quel est le rendement de ces variétés. Donc on a étudié ces flux de carbone entre les différents métabolites et le fonctionnement annuel et pluriannuel de ces variétés en lien avec la contrainte hydrique. Donc ça, c'était une première thèse qui s'est terminée.
Ensuite, on a entamé un deuxième doctorat où là, qui est toujours en cours avec un autre collègue, Benoît Pallas, que je n'ai pas cité précédemment. Donc là, l'objectif, c'est toujours sur ces mêmes variétés tolérantes aux maladies fongiques, d'essayer de comprendre quelles seraient les meilleures façons de les conduire. Donc quels sont les agrosystèmes les plus performants pour augmenter l'efficience d'utilisation de l'eau et l'efficience d'utilisation de l'azote de ces variétés, en jouant à la fois sur le sol, les types d'enherbement spontané ou semé, ou des sols nus, l'irrigation, la fertilisation, puis aussi au niveau de la plante, quel mode de taille, quel mode de conduite au niveau de la canopée permet d'augmenter ces efficiences d'utilisation de l'eau et de l'azote en vue de faire des économies pour le futur. Donc là, cette thèse doit s'achever l'année prochaine. Et en parallèle, nous avons accueilli récemment une nouvelle doctorante avec Laurent Torregrossa pour revenir sur ces variétés qui accumulent moins de sucre dans les baies, pour creuser un petit peu plus ce trait, pour comprendre pourquoi déjà elles accumulent moins de sucre dans les baies, qu'est-ce qui se passe au niveau des baies qui explique cette moindre accumulation de sucre, pour comprendre comment cette moindre accumulation de sucre peut potentiellement conférer un avantage par rapport à la réponse au changement climatique de ces variétés. Et au final, l'objectif, si on arrive à comprendre tout ça, c'est d'être capable de créer de nouvelles variétés dans le futur qui accumuleront moins de sucre et qui seront mieux adaptées à ces contraintes hydriques et thermiques des régions méditerranéennes. Parce que ce que tu veux dire, c'est que si vous comprenez comment ça marche, peut-être vous pourrez avoir accès aux gènes. Ils sont responsables de ce fonctionnement et repartir sur des programmes d'amélioration. Là encore, ce sont des analyses qui sont pluridisciplinaires. Bien entendu, on travaille aussi avec des spécialistes du fonctionnement des baies, comme Charles Romieux, qui vont aller creuser aussi au niveau génétique, ce qui se passe au niveau transcriptomique, ce qui se passe dans ces variétés. Et puis des spécialistes d'autres unités en France, à Nantes, et puis aussi à l'international en Afrique du Sud, qui sont spécialistes de l'expansion de la baie, des propriétés structurelles et pariétales des parois cellulaires dans les fruits. Parce que là, on peut préciser, c'est important, la baie, c'est pas un ballon qui accumule tout. La baie a son fonctionnement propre, elle est capable de réguler, elle régule l'accumulation des sucres, elle régule la biosynthèse des anthocyanes, elle régule la biosynthèse des tanins. Donc, à ce titre-là, pratiquement parlant, la relation entre les feuilles et les baies sont complexes, mais sont importantes. Et le microclimat des grappes, par exemple, est quelque chose qui pratiquement est très important parce que ça permet de jouer sur la régulation du fruit. Par exemple, limiter sa perte en eau. Donc, limiter les effets concentration. C'est très intéressant. Vous avez mentionné là, différents travaux de recherche qui sont quand même assez, entre guillemets, pratiques, où vraiment vous allez étudier dans le cadre méditerranéen l'implantation de ces cépages résistants aux maladies et leur conduite, comment on les conduit pour les adapter correctement au climat, au sol, etc. Quelle est votre vision sur ces cépages? Est-ce qu'ils s'implantent de plus en plus dans nos vignobles? Est-ce qu'on en voit davantage? Peut-être Alain, vous pouvez aussi répondre, je ne sais pas, sur cette question. Et en fait, aujourd'hui, on voit que l'INAO commence petit à petit à les introduire dans les cahiers des charges, mais c'est quelque chose qui est quand même très long. Vous l'avez mentionné, ces cépages existent depuis très longtemps, une 50aine d'années, et on les voit apparaître que maintenant dans les cahiers des charges. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut accélérer pour s'adapter au changement climatique? Alors oui, c'est sans doute quelque chose qu'il faut accélérer, mais effectivement c'est complexe puisqu'il y a des réglementations et puis au-delà de ces réglementations, il faut aussi éduquer le consommateur. Donc si ça vient de là aussi, si le consommateur n'est pas prêt à boire du vin de variété qu'il ne connaît pas, le viticulteur ne va pas s'orienter vers l'implantation de ces nouvelles variétés. Donc c'est toute une chaîne sur laquelle il faut travailler. C'est à la fois d'un côté comprendre si ces variétés sont intéressantes, si elles apportent un plus
au-delà de la réduction des intrants, est-ce que ces variétés sont intéressantes en termes d'efficience d'utilisation des intrants? Est-ce qu'elles permettent d'accéder à des niveaux de rendement et des niveaux de qualité qui sont intéressants pour les viticulteurs? Et puis après, d'un point de vue sociologique, il faut aussi éduquer le consommateur à se retourner également vers ces nouvelles variétés qu'ils ne connaissent pas. Et par rapport à vos premiers essais, c'est plutôt des variétés qui sont intéressantes du coup de votre point de vue, alors, qui ont un avenir. Oui, c'est des variétés qui sont a priori intéressantes. Après, c'est pas magique non plus. Hein. On va pas implanter de la vigne dans le désert sans recours à l'eau avec ces variétés comme avec les autres. Juste, ce que disait Anne est important, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a l'aspect consommateur qui rentre en ligne de compte, il y a l'aspect quand même région, AOC, une certaine garantie entre guillemets de la typicité, mais qui de toute façon évolue et évoluera, donc je ne pense pas que ce soit là un problème majeur. Moi j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut éduquer le consommateur, mais il faut l'informer. Et puis de toute façon, soit ce sont des variétés qui pourront rentrer dans le cahier des charges des AOC dans un assemblage. Ça c'est déjà fait, on met bien du Viognier dans la Syrah. Ou ce sont des variétés qui peuvent être aussi très intéressantes pour faire des IGP, des vins de France, etc. Et qui seraient vendus sous des marques. Il n'y a pas que l'aspect AOC, il y a aussi l'aspect marque qui est important. Et c'est déjà le cas dans de nombreux pays qui utilisent ces variétés-là. Mais, comme disait Anne, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que de toute façon, vous savez, au vignoble, pour faire 1 litre de mou, il faut à peu près entre 250 et 350 litres d'eau. Au vignoble, pour faire 1 litre de mou... C'est des calculs qu'on a fait avec Anne et qui sont publiés. Voilà, il faudra toujours de l'eau, un petit peu moins, mais il en faudra toujours. Par contre, la plante sera effectivement plus efficace en termes de... Elle utilisera moins d'eau pour faire la même quantité de carbone. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, ces plantes-là étant résistantes ou tolérantes aux maladies, c'est déjà quand même un plus notable. Ici, dans un vignoble, si vous voulez, dans une AOC, ces variétés sont introduites dans le cahier des charges, et si seulement 30% de l'AOC les plantes, ça vous fera quand même 30% de réduction des intrants. C'est pas mal, vous voyez. Donc il faut raisonner assemblage aussi. Oui, puis alors là, on parle du contexte français, mais il ne faut pas oublier que la viticulture va peut-être également migrer vers des zones plus nordiques, à des latitudes supérieures, où là, il n'y a pas ces réglementations. Et donc, il y a déjà des variétés tolérantes aux maladies fongiques qui sont cultivées. Et donc, ça me fait rebondir sur mon deuxième volet de recherche, qui est vraiment sur l'exploration de nouvelles régions de culture pour la production de vin, mais également des nouvelles conditions de culture et pourquoi pas de la culture urbaine. Et là, je reviens au modèle microvigne, par exemple. Donc, ces nouvelles régions de culture, que ce soit vers le nord, des latitudes supérieures, je parlais de la Suède tout à l'heure, mais en Allemagne aussi, il y a énormément de cultures de variétés résistantes. Et ces conditions de culture urbaine posent des nouvelles questions en lien notamment avec le rayonnement. Donc, dans mon deuxième volet de recherche, je m'intéresse notamment avec mes collègues sur l'acclimatation du fonctionnement de la vigne aux variations d'une part de la photopériode. Voilà, si j'ai des photopériodes plus longues, comme on pourrait avoir des latitudes supérieures, comment se comporte la vigne. Si je modifie le spectre du rayonnement, comment se comporte la vigne. Mais également, si je modifie le spectre circadien, c'est-à-dire la durée du jour et la durée de la nuit, comment se comporte la vigne. Et donc là, avec ce modèle micro-vigne, on peut, en conditions de culture complètement contrôlées, en chambre de culture, faire des journées de 3 heures et des nuits de 3 heures, répétées
répété 4 fois au cours de la journée. Au final, ça revient au même par rapport à des conditions standards, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, sauf que ça a été entrecoupé par petites périodes. Et là, on peut regarder quelle est l'efficacité de l'activité photosynthétique, quelle est l'efficacité du développement du fruit dans ces nouvelles conditions, et pourquoi pas ne plus avoir de nuit et de voir comment se comporte la vigne quand on a un rayonnement continu. Donc, au final, c'est cette migration également de la viticulture vers des nouveaux environnements nous pose la question de caractériser ces nouveaux environnements, quels sont les spectres lumineux, quelles sont les conditions hydriques, thermiques dans ces nouveaux environnements, et d'anticiper, comme on l'a dit tout à l'heure, d'anticiper ces scénarios dans nos plateformes pour comprendre quelles pourraient être les meilleures stratégies de choix de génotype, de pratiques culturelles dans ces environnements. Et je voudrais finir qu'au-delà de la recherche, il y a vraiment un besoin de former les étudiants. Il y a déjà des masters. Je parlais du master international Vinifera, qui est en lien avec un consortium européen avec des pays, Espagne, Allemagne, Portugal, Italie et la France, dans lesquels on enseigne tous ensemble pour former les étudiants de demain à l'acclimatation de la viticulture au changement climatique. Mais il y a aussi besoin de former les étudiants à ce qui pourrait se passer dans le futur dans de nouvelles régions. Et donc, on a entrepris depuis 1 an de proposer un nouveau projet d'enseignement. Ce projet s'appelle NewClim, c'est un projet européen qu'on développe donc entre l'Institut Agro et également une université en Suède et une autre université en Allemagne, et également avec une université partenaire qui se trouve au Chili. Pourquoi le Chili ? C'est parce qu'il y a tout un gradient de latitude sur ce pays qui est très fin mais extrêmement long, mais également un gradient d'altitude qui sont intéressants aussi à appréhender par rapport à l'acclimatation de la vigne à de nouvelles conditions de culture. Et donc avec ce consortium, on essaie de proposer des nouvelles formes aussi d'enseignement. Donc on travaille et sur le fond et sur la forme. Ces nouvelles formes, c'est des challenge-based learning. Donc c'est une pédagogie très active, pour sur le thème de l'acclimatation de la vigne, mais aussi du pommier au changement climatique, pour proposer aux étudiants des nouvelles formes d'enseignement pour vraiment intégrer à la fois les aspects agronomiques, physiologiques, génétiques, mais également sociologiques, économiques, pour acclimater ces cultures à des nouvelles régions. D'accord, très bien. Donc pour résumer un petit peu vos deux profils, donc on a Monsieur Deloire qui est vraiment plus sur l'actuelle, on va dire, adaptation des conduites de la vigne aujourd'hui, maintenant, comment on fait pour essayer d'adapter la vigne à nos climats. Et vous, Anne, qui travaillez vraiment sur le futur, comment on va évoluer le climat, on essaye de modéliser ces changements, comment va s'adapter la vigne, quelle variété pour demain, quels itinéraires pour demain. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on avance actuellement sur ces problématiques de changement climatique. Donc c'était très intéressant de discuter de tout ça avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est que d'une part, on est sur de la complexité, il faut l'admettre, on a bien compris. D'autre part, on n'est pas sur des recettes, donc il faut étudier pour comprendre, il faut diagnostiquer pour comprendre, et puis ensuite appliquer des solutions, donc soit qui existent déjà, soit à expérimenter. Et ce qui est important, c'est vraiment de travailler main dans la main aujourd'hui avec les vignerons, les vigneronnes, les professionnels, les instituts techniques. Enfin, les problèmes sont tellement compliqués, imprévisibles, qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. D'où ces plateformes de démonstration qui sont en train de se mettre en place, par exemple. Mais c'est vraiment un effort collectif, pluridisciplinaire, plurimétier, puisqu'on a même parlé du consommateur qui est quand même important, c'est lui qui achète le vin. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Je vais juste vous poser une petite dernière question, notre question signature. Donc c'est une réponse en un mot. Je voudrais que vous me donniez donc un mot qui pour vous symbolise l'agroécologie.
Je sais pas. Oui. Je dirais la biodiversité. Très bien. Avoir une vision intégrée du fonctionnement des systèmes agricoles. D'accord, très bien. Et donnez-moi une rencontre ou un lieu qui vous inspire particulièrement dans votre travail aujourd'hui. Pour moi, c'est le vignoble. Okay. C'est le vignoble. Je peux pas faire de viticulture depuis mon bureau ou derrière un ordinateur. Donc c'est d'être avec les vignerons dans le vignoble et travailler avec eux, observer, diagnostiquer, comprendre le fonctionnement de la vigne sur le terrain. Très bien. Et vous, Anne ? Je dirais que j'ai pas forcément une personne parce que c'est tellement une émulsion de discussions avec justement des tonnes de personnes qui sont à la fois des professionnels, des académiques, des étudiants, des collègues français, des collègues étrangers. Donc c'est difficile de dire une personne. Ça sort jamais du chapeau d'une seule personne. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment une émulsion. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des campagnes. Pour découvrir et profiter de nos prochains épisodes, il suffit de vous abonner au podcast d'Écosystème sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour de nouvelles conversations sur l'agriculture.